toutes les mers du monde sont touchées par les changements climatiques. Mais naturellement, l'absorption des chaleurs qui est faite par l'océan est faite de manière différente que nous soyons dans des mers tropicales à moyenne latitude ou haute latitude. Je vous explique. Dans les mers tropicales, c'est là où les rayonnements solaires est le plus efficace. C'est là où l'océan est très chaud. Mais cette chaleur est absorbée et ensuite transportée vers les régions à moyenne latitude par des courants comme les Gulf Stream, par exemple, dans l'océan Atlantique Nord, et donc évacuée très vite, mais elle n'atteignait pas l'océan profond. Ensuite, aux moyennes latitudes, il y a une variabilité très forte naturelle que nous ne sommes pas à même de contraster ce qui est variabilité naturelle du changement climatique. Mais quand on commence à aller à plus haute latitude, donc notamment en Atlantique Nord et dans l'océan austral, où il y a une fenêtre ouverte entre l'océan de surface et l'océan profond, on se rend compte que véritablement cette fenêtre ouverte est une fenêtre ouverte pour les réchauffements climatiques vers l'océan. Donc là, les eaux profondes et les eaux des fonds sont en communication directe avec l'atmosphère, avec les rayonnements solaires et donc la chaleur infrarouge, les surplus des chaleurs donc induites par les changements climatiques et l'activité humaine, et sont eux qui absorbent énormément de chaleur. La variable qui a été mesurée de manière la plus répandue, c'est la température de l'océan dans les couches de surface, on va dire les premiers 700 mètres. Et cette série temporelle qui a pu être reconstituée à partir des années 50, mais surtout à partir des années 70, montre que la quantité de chaleur dans l'océan a augmenté dans cette couche de surface. Aujourd'hui, parce que c'est critique, observer l'océan, donc c'est un milieu qu'on connaissait très peu, on a cherché d'augmenter cette observation, d'une part avec des campagnes océanographiques, mais aussi avec des robots, des flotteurs automatiques qu'on déploie dans l'océan. On s'est rendu compte que cette quantité de chaleur qui augmente bien au-delà des 700 mètres, et notamment dans les océans à haute latitude, donc Atlantique Nord, Arctique et Océan Austral. Cette augmentation des températures est bien plus profonde et atteigne les fonds de l'océan. Aujourd'hui, on peut documenter avec une certaine certitude qu'il y a une absorption des chaleurs, donc un réchauffement de l'océan, une surélévation du niveau de la mer qui est due essentiellement à deux facteurs. Une, c'est la quantité d'eau continentale qui atteigne l'océan qui augmente, essentiellement due au fait de la fonte des glaciers continentaux, et aussi parce qu'en se réchauffant, l'océan se dilate. Donc il y a ces deux facteurs qui amènent, si les changements climatiques continuent avec cet entrain, à des surélévations de la mer qui peuvent aller à quelques dizaines de centimètres d'ici la fin du siècle. On peut parler du Bangladesh, des régions, des îles dans la mer des Corails, dans les côtes nord de l'Australie. Dans ces régions-là, l'océan semble augmenter son niveau moyen de plus en plus rapidement. Dans certaines régions, notamment où il y a des îles qui ne sont pas dans l'océan Pacifique, qui ne sont pas très élevées sur les niveaux de la mer, elles ont tendance à disparaître. À quelques dizaines de centimètres, donc ça peut avoir des conséquences même si on reste à
à cette valeur qui semble petite sur des régions littorales qui ne sont pas très hautes. Donc on peut penser à Venise, on peut penser à la côte de la Floride, on peut penser aussi à tous les littoraux où on a des surélévations par rapport au niveau de la mer qui ne sont pas très hautes. En plus, si cela se combine avec des effets naturels comme la marée et des vents qui poussent vers la côte l'eau, donc des vents d'ouest sur les côtes atlantiques françaises, c'est quelques dizaines de centimètres peut avoir un impact très important et très violent. L'augmentation du niveau de la mer est estimée aujourd'hui à environ à 3 mm par an. C'est une quantité très petite par rapport à la hauteur des vagues aux marées, mais cette mesure a pu être faite d'une part d'outils par le passé qui s'appellent marégraphes, mais qui étaient positionnés uniquement le long des côtes. Et aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, par des satellites qui ont une précision très forte. Donc l'erreur sur cette mesure est très petite, beaucoup plus petite que les millimètres. Il faut aller à des pressions très très fortes, à 500 fois la pression atmosphérique, et avoir des mesures de température et salinité qui sont les deux variables physiques avec la pression très très précises. Donc ceci coûte énormément. Donc nous avons commencé à déployer à partir des années 90 en phase expérimentale et en phase plus opérationnelle à partir des années 2000, des flotteurs Argo qui donc sont une grande armada. Il y en a à peu près 3000 aujourd'hui dans l'océan qui continuent à mesurer tous les 10 jours sur leur verticale 2000 mètres d'océan. Et donc les premiers 2000 mètres d'océan effectivement commencent à être documentés. On a un champ global à partir des années 2004. Mais naturellement avec une résolution spatiale qui n'est pas encore optimale. Donc on mesure les premiers 2000 mètres des profondeurs avec les flotteurs Argo, mais il nous manque encore les derniers 3000 mètres. Aussi on a commencé à développer des flotteurs qu'on dit profonds, qui peuvent aller à 3500, 4000 mètres de profondeur en maintenant une grande précision et en résistant aux fortes pressions. Mais comme leur coût il est plus important, probablement on ne sera pas capable d'en avoir un nombre autant important que pour les flotteurs Argo classiques. Les scientifiques dans leur laboratoire sont habitués à donner les résultats avec l'incertitude qui est associée. Ils disent jamais qu'un résultat est vrai à 100% parce qu'il y a toujours une erreur de mesure possible. Et aujourd'hui, il faut qu'on affirme qu'il y a un changement climatique en acte. Et ça nous fait ressortir de notre laboratoire, mais les évidences sont là, sont fortes. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura une sécheresse terrible quelque part, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a plus d'énergie dans les systèmes climatiques. Cette énergie, elle donne lieu à différents phénomènes qu'on n'appréhende pas aujourd'hui tous. On n'a pas des séries temporelles pour tous, mais on voit clairement qu'il y a un changement. Et ces changements, surtout, semblent s'opérer très vite par rapport aux ères passées, où les changements naturels, il s'est passé sur des centaines, voire des milliers d'années. Et aujourd'hui aussi, on a une démographie qui est complètement différente par rapport au passé, et des populations qui restent quand même fragiles à des variations même minimes, ou des quantités de pluie, ou des niveaux de la mer, ou des possibilités de pêcher, etc.
Le cycle hydrologique a changé et continue à changer. Et il devient plus intense. Donc, cycle hydrologique, c'est essentiellement la quantité d'eau qui part de l'océan vers l'atmosphère. Donc, elle part essentiellement de l'océan parce que c'est les grands réservoirs d'eau de la planète. Elle va dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau qui se transforme en gouttelettes et donc précipitations, neige ou pluie. Et donc, il y a les phénomènes d'évaporation, donc passage de la vapeur d'eau dans l'atmosphère et précipitation, passage de la vapeur du contenu en eau de l'atmosphère vers les continents et l'océan. Donc ces cycles s'est accéléré et ces cycles accélérés donnera probablement une évaporation accrue dans des régions où il y a déjà de l'évaporation, c'est situé essentiellement en moyenne latitude, et des précipitations plus intenses là où il y a normalement des précipitations, donc dans les régions tropicales par exemple, sur la bande équatoriale et dans les latitudes subpolaires. Donc tout ça a un impact sur l'homme directement parce que ça causera des sécheresses peut-être plus importantes là où c'est déjà aride, des précipitations plus importantes là où il y en a déjà une certaine quantité, mais aussi ça va changer les propriétés de l'eau en termes de salinité. Alors quand on réchauffe l'océan et on diminue sa salinité, l'océan devient plus léger. Et cette fenêtre qui existe dans les océans aux hautes latitudes, entre l'océan profond et l'atmosphère, pourrait être affaiblie du fait de ce changement de ce qu'on appelle la masse volumique donc, de l'océan. Et donc cette circulation globale, qui a été appelée par le passé circulation thermaline, qu'aujourd'hui on appelle circulation vraiment océanique globale, pourrait changer. Et ces changements pourraient induire différents phénomènes, dont par exemple une absorption diminuée du carbone atmosphérique par l'océan. Quand cette absorption du carbone par l'océan diminue, il y a beaucoup plus de carbone, des gaz carboniques dans l'atmosphère. Et les gaz carboniques, c'est une des gaz à effet de serre. Donc si le contenu des gaz carboniques augmente dans l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle une rétroaction positive dans les changements climatiques, c'est-à-dire ça va faire augmenter encore plus les réchauffements globaux. Donc l'effet de serre sera accru et les réchauffements globaux dus à l'activité humaine aussi. Cette capacité de l'océan à absorber les carbones, elle est importante. Il semble qu'elle diminue essentiellement probablement à cause du réchauffement des eaux océaniques. Mais il y a un impact à cette absorption du CO2 dans l'océan parce qu'il rend cet océan plus acide. Donc les pH changent effectivement, mais aussi rend plus difficile à cet écosystème d'algues, des petites algues, à former leur carapace. Et donc, on suspecte que dans les futurs, donc dans les prochains 50-100 années, il y a des écosystèmes qui sont vulnérables dans ces sens. Ils ont plus de difficultés à former leur carapace, donc ils deviendront plus fragiles. Et comme ces algues, ces petites algues sont à la base du système alimentaire pour les systèmes marins, il y aura des systèmes marins qui peut-être changeront du fait de cette altération en acidité et de l'océan. Moi, je dirais, comme citoyenne, je suis déjà assez en colère parce que notre message, qui est resté juste scientifique, mais qui a donné des faits, n'a pas été écouté
de manière efficace par le monde politique et par le monde économique. Il y a sur cette terre des populations qui seront plus fragilisées par rapport à ces changements en cours, et nous avons une certaine responsabilité vis-à-vis de ces populations et aussi vis-à-vis de la nature elle-même. Donc, nous ne connaissons pas aujourd'hui toute la biodiversité marine, mais on sait déjà qu'elle pourrait être susceptible à des changements. Est-ce que ces changements seront définitifs? C'est-à-dire on va complètement changer ces écosystèmes marins ou simplement les déplacer? Ça, je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais on est en train de changer plein de phénomènes qui existaient avec leur variabilité naturelle, qui sont impactés par ces changements climatiques. Je trouve qu'une société avertie, elle peut agir de manière différente vis-à-vis de l'utilisation de son énergie et vis-à-vis aussi de sa façon de vivre.